Les Hauts de Hurlevent, Émilie Brontë. Chapitre 18. Les 12 années que suivirent cette lugubre période, continua Madame Dean, furent les plus heureuses de ma vie. Mes plus grands soucis, durant ce laps de temps, furent causés par les légères indispositions que notre petite Catherine dut subir, comme tous les enfants, riche ou pauvre. Du reste, après les 6 premiers mois, elle poussa comme un jeune mélèze, et commença de marcher et de parler à sa manière avant que la bruyère eût fleuri pour la seconde fois sur la tombe de Madame Linton. C'était la créature la plus séduisante qui eût jamais apporté un rayon de soleil dans une maison désolée. Une réelle beauté de figure, avec les beaux yeux noirs des Earnshaw, mais le teint clair, les traits délicats, les cheveux dorés et bouclés des Linton. Son humeur était vive, mais sans rudesse, et tempérée par un cœur sensible et ardent à l'excès dans ses affections. Cette aptitude à se donner tout entière me rappelait sa mère. Elle ne lui ressemblait pourtant pas, car elle savait être douce comme une colombe. Elle avait une voix caressante et une expression pensive. Sa colère n'était jamais furieuse, son amour jamais violent, mais profond et tendre. Néanmoins, il faut le reconnaître, elle avait des défauts qui gâtaient ses dons. Une tendance à être impertinente, par exemple, et l'entêtement qu'acquièrent infailliblement les enfants gâtés, que leur caractère soit bon ou mauvais. S'il arrivait qu'un domestique fît quelque chose qui lui déplut, c'était toujours « je le dirai à papa ». Et si son père la réprimandait, fût-ce simplement du regard, on aurait cru que c'était pour elle une affaire à lui briser le cœur. Je ne crois pas qu'il lui ait jamais adressé une parole dure. Il s'était chargé entièrement de son éducation et il y trouvait un amusement. Par bonheur, la curiosité et une intelligence vive faisaient d'elle une bonne élève. Elle apprenait vite et avec ardeur, et elle fit honneur à son maître. Jusqu'à l'âge de 13 ans, elle n'était pas une fois sortie seule de l'enceinte du parc. En de rares occasions, M. Linton l'emmenait avec lui à 1 mille, ou à peu près au dehors, mais il ne la confia jamais à personne d'autre. Le nom de Gimmerton ne représentait rien à son esprit. La chapelle était, à l'exception de sa propre demeure, le seul bâtiment dont elle eût approché et où elle fût entrée. Les Hauts de Hurlevent et M. Heathcliff n'existaient pas pour elle. Elle vivait parfaitement recluse et, en apparence, parfaitement satisfaite. Parfois, cependant, quand elle regardait la campagne par la fenêtre de sa chambre, elle demandait « Hélène, combien de temps faudra-t-il avant que je puisse aller au sommet de ces collines? Que peut-il bien y avoir de l'autre côté? Est-ce la mer ?» « Non, mademoiselle Cathy, ce sont encore des collines, toutes pareilles à celle-ci. »« Et à quoi ressemblent ces rochers dorés quand on est à leurs pieds ?» demanda-t-elle une fois. La chute abrupte des rochers de Penistone attirait particulièrement son attention, surtout quand le soleil, couché, brillait sur eux et sur les sommets environnants, et que tout le reste du paysage était dans l'ombre. Je lui expliquai que c'étaient de simples masses de pierre, dont leur interstice contenait à peine assez de terre pour nourrir un arbre rabougri. « Et pourquoi sont-ils encore clairs si longtemps après qu'il fait sombre ici ? Parce qu'ils sont à une bien plus grande altitude que nous. Vous ne pourriez pas y grimper, tant ils sont hauts et escarpés. En hiver, la gelée apparaît toujours là avant d'arriver à nous, et au cœur de l'été, j'ai trouvé de la neige dans ce trou noir sur la face nord-est. »« Oh, vous y avez été !» s'écria-t-elle joyeusement. « Je pourrais donc y aller aussi, quand je serai une femme. »« Papa y a-t-il été, Hélène ? » ?»« Papa vous dira. »« Ah, mademoiselle, me hâtai-je de répondre, que ces rochers ne valaient guère la peine d'une visite. Les Landes, où vous vous promenez avec lui, sont beaucoup plus belles, et le parc de Thrushcross Grange est le plus bel endroit du monde. »« Mais je connais le parc, et je ne connais pas ces rochers, » murmura-t-elle en se parlant à soi-même. « Et j'aimerais tant à regarder tout autour de moi du sommet de la haute pointe. Mon petit poney Minnie m'y mènera un jour. » Une des servantes, ayant parlé devant elle de la grotte des fées, elle eut la tête toute bouleversée du désir de mettre à exécution ce projet. Elle ne cessa d'importuner M. Linton, si bien qu'il promit qu'elle ferait cette excursion quand elle serait plus âgée.
mais mademoiselle Catherine mesurait son âge par mois, et la question « Maintenant, suis-je assez âgée pour aller au rocher de Penistone ?» revenait constamment à ses lèvres. Dans un de ses lacets, la route qui y conduisait passait tout près de Hurlevent. Edgar n'avait pas le courage d'aller par là, de sorte qu'elle recevait toujours la réponse « Pas encore, ma chérie, pas encore. Je vous ai dit que madame Heathcliff avait vécu un peu plus de 12 ans après avoir quitté son mari. On était d'une constitution délicate dans sa famille. Ni elle, ni Edgar n'avaient cette santé robuste qu'on rencontre en général dans ces parages-ci. Je ne savais pas exactement ce que fut sa dernière maladie. Je conjecture qu'ils mourirent tous deux de la même manière, d'une sorte de fièvre, lente à son début, mais incurable, éminant rapidement leur existence vers la fin. Elle écrivait à son frère pour l'informer de l'issue probable du mal dont elle souffrait depuis 4 mois et le suppliait de venir la voir, si cela lui était possible, car elle avait bien des choses à régler. Elle désirait lui faire ses adieux et laisser Linton en sûreté entre ses mains. Son espoir était que Linton pourrait rester avec lui, comme il était resté avec elle. Son père, elle aimait à s'en persuader, ne tenait pas à assumer le fardeau de son entretien et de son éducation. Mon maître n'hésita pas un moment à satisfaire cette requête. Quelle que fût en temps ordinaire sa répugnance à quitter sa maison, il se hâta de répondre à cet appel. Il recommanda Catherine à ma vigilance, toute spéciale pendant la durée de son absence, avec des ordres réitérés pour qu'elle ne dépassât point les portes du parc, même sous mon escorte. Il ne lui venait pas à l'esprit qu'elle pût sortir sans être accompagnée. Il fut absente 3 semaines. Pendant 1 ou 2 jours, la jeune personne confiée à ma garde resta assise dans un coin de la bibliothèque, trop triste pour lire ou pour jouer. Dans cet état de tranquillité, elle ne me causa guère de soucis. Mais ensuite vint une période de lassitude impatiente et turbulente. Comme j'étais trop occupée et désormais trop âgée pour courir par monts et par vaux afin de l'amuser, je m'avisai d'une méthode qui lui permit de se distraire elle-même. Je pris l'habitude de l'envoyer faire le tour de la propriété tantôt à pied, tantôt sur son poney, et, à son retour, je me prêtais complaisamment au récit de toutes ces aventures réelles ou imaginaires. Nous étions au début de l'été, elle prit un tel goût à ces excursions solitaires qu'il lui arrivait souvent de rester dehors depuis le déjeuner jusqu'à l'heure du thé. Puis elle passait les soirées à raconter ses histoires fantaisistes. Je ne craignais pas qu'elle franchît les limites imposées, parce que les portes étaient ordinairement fermées. En outre, je pensais qu'elle ne se serait guère risquée seule à l'extérieur, même si elle eût été grande ouverte. Malheureusement, l'événement prouva que ma confiance était mal placée. Un matin, à 8 heures, Catherine vint me trouver et me dit que, ce jour-là, elle était un marchand arabe qui allait traverser le désert avec sa caravane, et qu'il fallait que je lui donnasse abondance de provisions pour elle et ses bêtes. Un cheval et 3 chameaux, ces derniers représentés par un grand chien courant et 2 chiens d'arrêt. Je rassemblai une bonne quantité de friandises que je plaçai dans un panier attaché à l'un des côtés de la selle. Elle sauta à cheval, gaie comme un pinson, protégée du soleil de juillet par son chapeau à grands bords et un voile de gaze, et partit au trot avec un rire joyeux, se moquant de mes prudents conseils de ne pas galoper et de rentrer de bonne heure. La vilaine petite créature ne parut pas à l'heure du thé. Un des voyageurs, le chien courant, qui était vieux et aimait ses aises, revint, mais ni Catherine, ni le poney, ni les 2 chiens d'arrêt n'apparaissaient d'aucun côté. Je dépêchai des émissaires sur ce sentier-ci, puis sur celui-là, et enfin je partis moi-même au hasard à sa recherche. Un paysan travaillait à une clôture autour d'une plantation sur les confins de la propriété. Je lui demanda s'il avait vu notre jeune maîtresse. « Je l'ai vue ce matin, » répondit-il. « Elle m'a pris de lui couper une baguette de noisetier, puis elle a fait sauter son Galloway par-dessus la haie qui est là-bas, à l'endroit le plus bas, et elle a disparu au galop. Vous pouvez imaginer mon état d'esprit quand j'appris ces nouvelles. L'idée me vint aussitôt qu'elle devait être partie pour les rochers de Penistone. « Que va-t-il lui arriver ?» m'écriai-je
en passant à travers une brèche que l'homme était en train de réparer. Je gagnai directement la grande route et marchai aussi vite que pour gagner un pari. 1000 sur 1000. Un tournant de chemin m'amena en vue des hauts. Mais je ne découvris Catherine ni de près ni de loin. Les rochers se trouvent à 1,5 milles au-delà de la maison de M. Heathcliff, qui est elle-même à 4 milles de la grange, de sorte que je commençai à craindre d'être surprise par la nuit avant d'y parvenir. Et si elle avait glissé en essayant de grimper, pensai-je, si elle s'est tuée ou brisé quelques membres. Mon anxiété était vraiment pénible, et j'éprouvai d'abord un soulagement délicieux quand j'aperçus, en passant rapidement près de la ferme, Charlie, le plus vif des chiens d'arrêt, couché sous une fenêtre, la tête enflée et une oreille en sang. J'ouvris la barrière, courus à la porte et frappa violemment. Une femme, que je connaissais et qui habitait autrefois Gimmerton, répondit. Elle servait à Hurlevent depuis la mort de M. Earnshaw. « Bon, dit-elle, vous venez à la recherche de votre petite maîtresse. Ne vous inquiétez pas, elle est ici en sûreté, mais je suis heureuse que ce ne soit pas le maître. »« Alors il n'est pas à la maison, n'est-ce pas ?» demandai-je en allaitant sous l'effet de ma marche précipitée et de mon alarme. « Non, il est parti avec Joseph, et je ne pense pas qu'il revienne avant 1 heure au plus tôt. Entrez et reposez-vous un instant. » J'entrai et trouvai ma brebis égarée, assise, devant la cheminée, en se balançant dans un petit fauteuil qui avait appartenu à sa mère quand celle-ci était enfant. Son chapeau était accroché au mur, et elle semblait tout à fait chez elle, riant et babillant, de la meilleure humeur imaginable, devant Ayrton, un gaillard de 18 ans maintenant, bien développé et robuste, qui la regardait avec des grands yeux curieux et étonnés, et ne comprenait quasi rien de la situation ininterrompue de remarques et de questions dont elle ne cessait de l'accabler. « Très bien, mademoiselle, » m'écriai-je en cachant ma joie sous un air irrité. « C'est votre dernière promenade à cheval jusqu'au retour de votre père. Je ne vous laisserai plus franchir le seuil, vilaine, vilaine fille. »« Ah, Hélène !» cria-t-elle gaiement, en sautant sur ses pieds et en courant. « J'aurai une jolie histoire à raconter ce soir. Vous m'avez donc découverte. Étiez-vous jamais venue ici ? Mettez ce chapeau et rentrons à l'instant, dis-je. Je suis terriblement fâchée contre vous, mademoiselle Cathy. Vous êtes extrêmement mal conduite. Il est inutile de faire la moue et de pleurnicher. Cela ne me paiera pas du tout le tracas que j'ai eu à courir le pays après vous. Quand je pense que M. Newton m'a si bien recommandé de ne pas vous laisser sortir, et vous vous échappez ainsi, cela prouve que vous êtes un rusé petit renard, et personne n'aura plus confiance en vous. « Qu'ai-je fait ?» demanda-t-elle tout en larmes, subitement démontée. « Papa ne m'a rien recommandé, il ne me grondera pas, Hélène. Il n'est jamais désagréable comme vous. »« Venez, venez, » répétai-je, je vais attacher votre ruban. Voyons, un peu de calme. Oh, quelle honte. À 13 ans, vous conduire comme un bébé ? Cette exclamation venait de ce qu'elle avait jeté son chapeau et s'était réfugiée hors de mon atteinte près de la cheminée. « Allons, » dit la servante. « Ne soyez pas dure pour cette bonne demoiselle, Madame Dean. C'est nous qui l'avons retenue. Elle voulait passer sans s'arrêter, de crainte que vous ne fussiez inquiète. Ayrton lui a offert de l'accompagner, et je trouvais qu'il avait raison. La route sur ces hauteurs est très déserte. » Pendant cette discussion, Ayrton resta debout, les mains dans les poches, trop gauche pour rien dire. Pourtant, il avait l'air de ne pas goûter mon intrusion. « Combien de temps faudra-t-il que j'attende ?» continuai-je sans prendre garde à l'intervention de la femme. « Il va faire nuit dans 10 minutes. Où est le poney, mademoiselle Cathy ? Où est Phénix ? Je vais vous laisser, si vous ne vous dépêchez pas. Faites comme vous voudrez. Le poney est dans la cour et Phénix est enfermé là. Il a été mordu, et Charlie aussi. J'allais vous le dire, mais vous êtes de mauvaise humeur, et vous ne méritez pas que je vous raconte tout cela. » Je ramassai son chapeau et m'approchai pour le lui remettre. Mais, voyant que les gens de la maison prenaient son parti, elle se mit à bondir autour de la chambre. Je lui donnai la chasse, mais elle courait comme une souris, sur les meubles, ou dessous, ou derrière, et rendant ma poursuite ridicule. Ayrton et la femme riaient. Elle les imitait et devint encore plus impertinente. Enfin, je m'écriai, tout en colère.
Eh bien, mademoiselle Cathy, si vous saviez à qui est cette maison, vous auriez hâte d'en sortir. Elle est à votre père, n'est-ce pas ? Dit-elle en se tournant vers Ayrton. Non, répondit-il, la tête baissée et en rougissant de timidité. Il était incapable de supporter en face le regard de Catherine, bien que les yeux de celle-ci fussent tout à fait semblables aux siens. À qui alors ? À votre maître ? Il rougit encore plus fort, mais sous l'influence d'un sentiment différent, marmotta un juron et se détourna. « Qui est son maître ?» continua l'ennuyeuse petite fille en s'adressant à moi. « Il a parlé de notre maison et de nos gens. Je le croyais fils du propriétaire. Il ne m'a jamais appelé mademoiselle. C'est ce qu'il aurait dû faire, n'est-ce pas ? N'est-il pas, si c'est un domestique ?» À ce discours puéril, Ayrton devint sombre comme un nuage d'orage. Je secouai sans mot dire la questionneuse et finis par réussir à l'équiper pour le départ. « Maintenant, allez chercher mon cheval, » dit-elle à son parent ignoré, comme si elle avait parlé à un des petits palefreniers de la grange. « Et vous pouvez venir avec moi, je voudrais voir l'endroit où le chasseur des lutins apparaît dans le marais. Et avoir des détails sur les filles, comme vous les appelez. »« Mais dépêchez, qu'y a-t-il ? Allez me chercher mon cheval, vous dis-je. »« Tu peux bien être damné avant que je te serve de domestique, » grommela le jeune homme. « Je peux bien être quoi ?» demanda Catherine surprise. « Damnée, insolente péronnelle. Là, mademoiselle Cathy, vous voyez dans quelle belle compagnie vous vous êtes venue vous fourvoyer ?» interrompis-je. « Voilà de jolis mots à employer devant une jeune fille. Je vous prie de ne pas commencer à disputer avec lui. Venez, allons chercher Minnie, nous-mêmes, et partons. »« Mais Hélène !» s'écria-t-elle, les yeux grands ouverts, immobile d'étonnement. « Comment ose-t-il me parler ainsi ? Ne faut-il pas le forcer de faire ce que je lui demande ? Vilaine créature, je répéterai à papa ce que vous m'avez dit. Eh bien, voyons. » Ayrton ne parut pas effrayé de cette menace. Elle se mit à pleurer d'indignation. « Amenez le poney !» commanda-t-elle en se tournant vers la femme. « Et lâchez mon chien à l'instant. »« Doucement, mademoiselle, » répondit la servante. « Vous ne perdrez rien à être poli. Quoique monsieur Ayrton que voici ne soit pas le fils du maître, il est votre cousin, et je ne suis pas payée pour vous servir. »« Lui, mon cousin ?» s'écria Cathy avec un rire méprisant. « Oui, certainement, » répliqua celle qui lui faisait la leçon. « Oh, Hélène, ne leur laissez pas dire de pareilles choses, » poursuivit-elle très troublée. « Papa est allé chercher mon cousin à Londres. Mon cousin est fils d'un gentleman. Ça, mon... » Elle s'arrêta et se mit à pleurer à chaudes larmes, bouleversée à la simple idée d'avoir une parenté avec un tel rustre. « Chut, chut !» murmurai-je. « On peut avoir beaucoup de cousins et de toutes sortes, mademoiselle Cathy. Et ne pas s'en porter plus mal. Seulement, on n'a pas besoin de les fréquenter, s'ils sont désagréables et mal élevés. »« Ce n'est pas mon cousin, Hélène, » continua-t-elle avec un chagrin accru par la réflexion, et se jetant dans mes bras pour y chercher refuge contre cette idée. J'étais furieuse contre elle et contre la servante à cause de leur mutuelle révélation. Je ne doutais pas que la nouvelle de l'arrivée prochaine de Linton, annoncée par Cathy, ne fût communiquée à Heathcliff, et j'étais sûre également que la première pensée de la jeune fille, dès le retour de son père, serait de chercher à se faire expliquer l'assertion de la servante au sujet de son grossier parent. Ayrton, remis de l'indignation qu'il avait ressentie à être pris pour un domestique, parut ému de son désespoir. Il alla chercher le poney, l'amena près de la porte, puis, pour amadouer Cathy, prit dans le chenil un joli petit terrier à jambes torses, et, le lui mettant dans les mains, lui dit de ne plus pleurer, car il n'avait pas voulu lui faire de la peine. Elle s'arrêta dans ses lamentations, examina le jeune homme d'un regard de crainte et d'horreur, puis recommença de plus belle. J'eus peine à m'empêcher de sourire à la vue de cette antipathie pour le pauvre garçon, qui était bien et solidement bâti, de traits agréables, vigoureux et plein de santé, mais affublé de vêtements appropriés à ses occupations journalières, et celle-ci consistait à travailler à la ferme et à flâner dans la lande à la recherche de lapins et de gibier de toutes sortes. Pourtant,
Il me semblait que sa physionomie reflétait un esprit doué de qualités meilleures que n'en avait jamais possédé son père. De bonnes graines, dont la croissance négligée était étouffée, certes par une abondance de mauvaises herbes bien plus vigoureuses, néanmoins, il y avait évidemment là un sol riche, capable de produire de luxuriantes moissons dans des circonstances différentes et favorables. Je crois que M. Heathcliff ne lui avait pas infligé de souffrance physique, grâce à son intrépidité naturelle qui n'offrait guère de prise à ce genre d'oppression. Il n'avait rien de cette susceptibilité timide qui, au jugement de Heathcliff, aurait donné du charme au mauvais traitement. Celui-ci semblait avoir exercé sa malveillance en faisant de lui une brute. Jamais on ne lui avait appris à lire ni à écrire. Jamais on ne l'avait réprimandé pour une mauvaise habitude, pourvu que son gardien n'en fût pas gêné. Jamais on ne l'avait fait avancer d'un pas vers la vertu, ni défendu du vice pour un seul précepte. D'après ce que j'ai entendu dire, Joseph avait beaucoup contribué à le gâter par une indulgence mal comprise qui l'incitait à flatter et à cajoler ce garçon, parce qu'il était le chef de la vieille famille. De même qu'il accusait Catherine Earnshaw et Heathcliff dans leur enfance de mettre à bout la patience de son maître et de le pousser, parce qu'il appelait leur offreuse manière à chercher une consolation dans la boisson, de même à présent qu'il rejetait tout le poids des fautes de Hareton sur les épaules de celui qui avait usurpé son bien. Hareton pouvait jurer avoir la conduite la plus répréhensible. Joseph se gardait de le réprimander. Il semblait qu'il eût plaisir à le voir s'enfoncer dans le mal. Il reconnaissait que Hareton était irrémédiablement corrompu, que son âme était vouée à la perdition. Mais il se disait qu'après tout, c'était Heathcliff qui en était responsable. C'est à lui que serait demandé compte de la ruine de cette âme, et il y avait une immense consolation dans cette pensée. Joseph avait infusé à Hareton l'orgueil de son nom et de ses ancêtres. Il aurait, s'il eût osé, soufflé la haine entre lui et le possesseur actuel des Hauts. Mais la crainte qu'il avait de ce dernier allait jusqu'à la superstition, et il ne manifestait ses sentiments envers lui qu'en marmottant des insinuations et en le dénonçant en son fort intérieur à la vengeance divine. Je ne prétends pas être parfaitement au courant de la manière dont on vivait à cette époque-là à Hurlevent. Je n'en parle que par ouï-dire, car je n'ai pas vu grand-chose. Les villageois affirmaient que M. Heathcliff était serré et se montrait dur et cruel envers ses fermiers. Mais la maison, à l'intérieur, avait repris sous une direction féminine l'aspect confortable qu'elle avait autrefois, et les scènes de désordre du temps de Hindley n'y s'y reproduisaient plus. Le maître était d'humeur trop sombre pour chercher des relations, quelles qu'elles fussent, bonnes ou mauvaises, et il n'a pas changé. Mais tout cela ne fait pas avancer mon histoire. Cathy repoussa l'offre de paix du terrier et réclama ses chiens à elle, Charlie et Phoenix. Ils arrivèrent en boitant, la tête basse, et nous nous mîmes en route pour la maison, de fort méchante humeur l'une et l'autre. Je n'arrivais pas à faire dire à ma jeune maîtresse comment elle avait passé sa journée. Je sus seulement que le but de son pèlerinage avait été, comme je le supposais, les rochers de Penistone. Elle était parvenue sans aventure à la barrière de la ferme, quand Hareton vint sortir avec quelques compagnons de la race canine, qui attaquèrent la suite de Cathy. Il y eut entre les uns et les autres une chaude bataille avant que leur maître puisse les séparer. Cela servit de présentation. Catherine dit à Hareton qui elle était et où elle allait. Elle le pria de lui indiquer son chemin. Finalement, elle l'ensorcela si bien qu'il l'accompagna. Il lui révéla les mystères de la grotte des fées et de 20 autres endroits curieux. Mais, comme j'étais en disgrâce, je ne fus pas favorisée d'une description de toutes les choses qu'elle avait vues. Je pus deviner, cependant, qu'elle avait regardé son guide d'un œil favorable jusqu'au moment où elle avait blessé ses sentiments en s'adressant à lui comme à un domestique, et où la femme de charge avait blessé les siens en appelant Hareton son cousin. Le langage qu'il avait alors tenu lui était resté sur le cœur. Elle, qui était toujours mon amour, ma chérie, ma petite reine, mon ange, pour tout le monde à la grange, se voir si outrageusement insultée par un étranger, elle n'y comprenait rien, et j'eus beaucoup de mal à obtenir d'elle la promesse qu'elle n'exposerait pas ses griefs à son père.
Je lui expliquai qu'il était très prévenu contre tous les habitants des Hauts et qu'il serait extrêmement peiné d'apprendre qu'elle était allée là. Mais j'insistais surtout sur ce fait que, si elle révélait mon infraction aux ordres que j'avais reçus, il serait peut-être si irrité qu'il faudrait que je m'en allasse. C'était une perspective insupportable pour Cathy. Elle me donna sa parole et la tint, par égard pour moi. Après tout, c'était une bonne petite fille. Chapitre 19. Une lettre bordée de noir annonçait le retour de mon maître. Isabelle était morte. Il m'écrivait pour me dire de me procurer des effets de deuil pour sa fille et de préparer une chambre ainsi que tout ce qui serait nécessaire pour son jeune neveu. Catherine sauta de joie à l'idée de revoir son père et s'abandonna aux plus confiantes prévisions sur les innombrables qualités de son vrai cousin. Le soir de leur arrivée tant attendue vint enfin. Dès la première heure, elle s'était occupée de mettre en ordre ses petites affaires. Maintenant, vêtue de sa nouvelle robe noire. Pauvre enfant, la mort de sa tante ne lui causait pas de chagrin bien précis. Elle avait fini, à force d'insistance, par m'obliger d'aller avec elle à la rencontre à l'entrée de la propriété. Clinton a juste 6 mois de moins que moi, bavardait-elle, tandis que nous traversions lentement les ondulations du terrain, couvertes de mousse, à l'ombre des arbres. Comme je serais contente de l'avoir comme compagnon de jeu. Tante Isabelle avait envoyé à papa une belle boucle de ses cheveux. Ils étaient plus clairs que les miens, plus blonds, et tout aussi fins. Je l'ai soigneusement gardé dans une petite boîte de verre, et j'ai souvent pensé au plaisir que j'aurais à voir celui sur la tête de qui elle avait été prise. Oh, je suis heureuse. Et papa, mon cher papa. Allons, Hélène, courons, allons, courons. Elle courut, revint, courut encore plusieurs fois avant que mes pas plus mesurés eussent atteint la porte du parc. Puis elle s'assit sur le talus gazonné au bord du chemin et essaya d'attendre patiemment. Mais c'était impossible. Elle ne pouvait pas rester 1 minute au repos. « Comme il tarde !» s'écria-t-elle. « Ah, je vois de la poussière sur la route. Ils arrivent. »« Non. Quand seront-ils ici ? Ne pourrions-nous aller un peu sur la route ? Pendant un demi-mille ? Hélène, juste pendant un demi-mille seulement. Dites oui, je vous en prie. Jusqu'à ce bouquet de bouleaux au tournant. » Je refusai formellement. Enfin son attente cessa. La voiture des voyageurs apparut. Mademoiselle Cathy poussa un cri et tendit les bras dès qu'elle aperçut la figure de son père penché à la portière. Il descendit, presque aussi impatient qu'elle. Et un intervalle de temps considérable s'écoula avant qu'ils pussent accorder une pensée à quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Pendant qu'ils échangeaient leurs caresses, je jetai un regard dans la voiture pour voir Linton. Il dormait dans un coin, enveloppé dans un chaud manteau de fourrure, comme si l'on eût été en hiver. C'était un garçon pâle, délicat, efféminé, qu'on aurait pu prendre pour le jeune frère de mon maître, tant était forte la ressemblance. Mais il y avait dans son aspect une irritabilité maladive qu'Edgar Linton n'avait jamais eue. Ce dernier s'aperçut de ma curiosité. Après m'avoir serré la main, il me dit de refermer la portière et de ne pas déranger l'enfant, car le voyage l'avait fatigué. Cathy aurait volontiers jeté un coup d'œil sur lui, mais son père lui dit de venir. Et ils remontèrent le parc à pied ensemble, tandis que j'allais en avant avertir les domestiques. Dit M. Newton en s'adressant à sa fille, quand ils s'arrêtèrent en bas des marches du perron. N'oublie pas que ton cousin n'est ni aussi fort ni aussi joyeux que toi, et qu'il vient de perdre sa mère tout récemment. Ne t'attends donc pas à le voir jouer et courir avec toi dès aujourd'hui. Ne le fatigue pas trop en parlant. Laisse-le tranquille ce soir au moins, veux-tu ? Oui, oui, papa, répondit Catherine. Mais je voudrais bien le voir. Il n'a pas mis une seule fois la tête à la portière. La voiture s'arrêta. Le dormeur fut réveillé et déposé à terre par son oncle. Voici ta cousine, Cathy Linton, dit Edgar en mettant leurs petites mains l'une dans l'autre. Elle t'aime déjà beaucoup, et soin de ne pas la chagriner ce soir en pleurant. Tâche d'être gai à présent. Le voyage est terminé et tu n'as plus qu'à te reposer et à t'amuser comme tu l'entendras. Laissez-moi aller me coucher alors.
répondit le jeune garçon en se dérobant aux embrassades de Catherine. Et il porta la main à ses yeux pour essuyer les larmes qui s'y formaient. Voyons, voyons, il faut être bien sage, lui dis-je tout en bas en l'introduisant dans la maison. Vous allez la faire pleurer aussi. Voyez comme elle est compatie à votre peine. Je ne sais si c'était par compassion pour lui, mais le fait est que sa cousine faisait une aussi triste figure que lui-même. Elle retourna près de son père. Tous trois entrèrent et montèrent dans la bibliothèque, où le thé était préparé. Je débarrassai Linton de sa casquette, de son manteau, et l'installa sur une chaise près de la table. Mais il ne fut pas plutôt assis qu'il recommença de pleurer. Mon maître lui demanda ce qu'il avait. « Je ne veux pas rester assis sur une chaise, » dit Linton en sanglotant. « Va sur le sofa alors, et Hélène t'apportera du thé, » répondit patiemment son oncle. Celui-ci avait certainement dû être mis à rude épreuve pendant le voyage, par cet enfant irritable et souffreteux. Linton se traîna lentement vers le sofa et s'y étendit. Cathy apporta un tabouret et sa tasse à côté de lui. Elle resta d'abord assise en silence. Mais ce calme ne pouvait durer. Elle avait décidé d'apprivoiser son petit cousin et il fallait qu'elle parvînt à ses fins. Elle se mit à caresser ses boucles, à le baiser sur la joue, à lui offrir du thé dans sa soucoupe, comme un bébé, ce qui lui plut, car il n'était guère que cela. Il sécha ses yeux et son visage s'éclaira d'un faible sourire. « Oh, cela est très bien, » me dit le maître après les avoir observés une minute. « Très bien, si nous pouvons le garder, Hélène. La société d'un enfant de son âge lui infusera bientôt un esprit nouveau, et à force de souhaiter d'être vigoureux, il finira par le devenir. » Oui, si nous pouvons le garder, pensai-je en moi-même. Je fus assailli par le triste pressentiment que c'était là un bien faible espoir. Et alors, me disais-je, comment cet être faible pourra-t-il vivre à Hurlevent, entre son père et Ayrton, quelle compagnie et quel exemple pour lui? Nos doutes furent vite résolus, plutôt même que je ne m'y attendais. Je venais de faire monter les enfants, le thé fini, et voyant Linton endormi, il ne m'avait pas laissé partir avant. J'étais redescendu, et je me retrouvai dans le vestibule, près de la table, en train d'allumer une bougie pour M. Edgar, quand une servante sortit de la cuisine et m'informa que Joseph, le domestique de M. Heathcliff, était à la porte et désirait parler au maître. « Il faut que je lui demande d'abord ce qu'il veut, » dis-je, très agité. « C'est une heure bien peu convenable pour déranger les gens, et au moment qu'il rentre d'un long voyage. Je ne pense pas que le maître puisse le recevoir. » Comme je prononçais ces paroles, Joseph, ayant traversé la cuisine, se présentait dans le vestibule. Il avait revêtu ses habits du dimanche, sa figure la plus confite en dévotion et la plus revêche, et, tenant dans une main son chapeau et de l'autre sa canne, il se mit en devoir d'essuyer ses pieds sur le paillasson. « Bonsoir, Joseph, » dis-je d'un ton glacial. « Quelle affaire vous amène ce soir ? C'était à monsieur Linton que j'ai à parler, » répondit-il en m'écartant d'un geste dédaigneux. « Monsieur Linton est en train de se coucher. À moins que vous n'ayez quelque chose de particulièrement important à lui communiquer, je suis sûre qu'il ne vous recevra pas maintenant. Vous feriez mieux de vous asseoir là et de me confier votre message. »« Où qu'est sa chambre ?» poursuivit le drôle, examinant la rangée des portes fermées. Je vis qu'il était décidé à refuser ma médiation. Je montai donc à contre-cœur dans la bibliothèque et annonça le visiteur important, en conseillant de l'ajourner au lendemain. M. Linton n'eut pas le temps de m'y autoriser, car Joseph était monté sur mes talons et faisant irruption dans la pièce, il se planta à l'extrémité de la table, les deux poings serrés sur la tête de sa canne. Il commença sur un ton élevé, comme s'il prévoyait de l'opposition. « Heathcliff m'a envoyé quérir son gars, et j'en ordre de ne point revenir sans lui. » Edgar Linton resta silencieux pendant 1 minute. Une expression de chagrin intense se peignit sur ses traits. La situation de l'enfant lui inspirait de la pitié par elle-même. Mais, quand il se rappelait de plus les espoirs et les craintes d'Isabelle, ses vœux inquiets pour son fils et la façon dont elle avait recommandé à ses soins, il était douloureusement affecté à la pensée de l'abandonner, et il cherchait dans son cœur comment il pourrait échapper à cette nécessité. Aucun moyen ne se présentait à lui.
La simple manifestation du désir de le garder aurait rendu la réclamation de Heathcliff plus péremptoire. Il n'y avait rien d'autre à faire que de le laisser partir. Pourtant, il ne voulait pas le tirer de son sommeil. « Dites à M. Heathcliff, répondit-il avec calme, que son fils ira à Hurlevent demain. Il est au lit, trop fatigué pour faire le trajet maintenant. Vous pouvez aussi lui dire que la mère de Linton désirait qu'il restât sous ma garde, et que pour le moment, sa santé est très précaire. »« Non, » dit Joseph en tapant sur le plancher avec son bâton et prenant un air d'autorité. « Non, ça ne veut rien dire. Heathcliff ne se soucie point de la mère ni de vous. Il va voir son gars, et je devais l'emmener. Ainsi, vous la fixez. »« Vous ne l'emmènerez pas ce soir, » répondit Linton d'un ton résolu. « Descendez sur le champ et allez répéter à votre maître ce que je vous ai dit. Hélène, conduisez-le. Allez. » Puis, poussant du bras le vieillard indigné, il se débarrassa de lui et ferma la porte. « Très bien, » cria Joseph en se retirant lentement. « Demain, il les amènera lui-même, et vous le mettrez dehors, lui, si vous osez. » Chapitre 20. Pour parer au danger qu'aurait entraîné l'exécution de cette menace, M. Linton me chargea de conduire l'enfant chez son père de bonne heure, sur le poney de Catherine. Il ajouta : « Comme à l'avenir nous n'aurons plus sur sa destinée d'influence, bonne ou mauvaise, ne dites pas à ma fille où il est allé. Elle ne peut plus désormais avoir de relation avec lui, et mieux vaut qu'elle reste dans l'ignorance de son voisinage. Elle pourrait en être troublée et tourmentée du désir de faire visite à Hurlevent. Dites-lui simplement que son père l'a envoyé chercher brusquement et qu'il a été obligé de nous quitter. » Linton montra beaucoup de répugnance à sortir de son lit à 5 heures et fut surpris en apprenant qu'il devait se préparer à un autre voyage. Mais j'adoucis la chose en lui expliquant qu'il allait passer quelque temps avec son père, M. Heathcliff, qui, dans sa grande envie de le voir, n'avait pas voulu différer ce plaisir jusqu'à qu'il fût tout à fait remis de ses fatigues. « Mon père » s'écria-t-il extrêmement perplexe. « Maman ne m'a jamais dit que j'avais un père. Où habite-t-il ? Je préférerais rester avec mon oncle. »« Il habite à un peu de distance de la grange, » répondis-je, juste derrière ces collines. Pas assez loin pour que vous ne puissiez venir à pied, ici, quand vous vous sentirez vigoureux. Vous devriez être content d'aller chez vous et de le voir. Il faut que vous vous efforciez de l'aimer comme vous aimiez votre mère, et alors il vous aimera. Mais pourquoi n'ai-je pas entendu parler de lui jusqu'ici ? Pourquoi maman et lui ne vivaient-ils pas ensemble ? Comment font les autres personnes ? Il avait des affaires qui le retenaient dans le nord, et la santé de votre mère exigeait qu'elle réside dans le sud. Pourquoi ne m'a-t-elle jamais parlé de lui ? Insista l'enfant. Elle parlait souvent de mon oncle, et il y a longtemps que j'ai appris à l'aimer. Comment pourrais-je aimer papa ? Je ne le connais pas. Oh, tous les enfants aiment leurs parents. Votre mère pensait peut-être que vous auriez envie d'être avec lui si elle vous en aviez parlé souvent. Dépêchons-nous. Une promenade matinale à cheval par un si beau temps est bien préférable à 1 heure de sommeil de plus. Est-ce qu'elle vient avec nous ? Demanda-t-il. La petite fille que j'ai vue hier. Pas à présent. Et mon oncle ? Non, c'est moi qui vous accompagnerai là-bas. Linton retomba sur son oreiller, plongé dans une sombre rêverie. Je n'irai pas sans mon oncle, s'écria-t-il enfin. Je ne sais pas où vous voulez m'emmener. J'essayai de le persuader que ce serait bien méchant à lui de faire preuve de répugnance à aller rejoindre son père. Mais il résistait opiniâtrement à tous mes efforts pour l'habiller, et il me fallut avoir recours à l'assistance du maître pour le décider à sortir du lit. Nous finîmes par réussir à mettre en route le pauvre enfant. Après beaucoup d'assurances fallacieuses que son absence serait courte, que M. Edgar et Cathy viendraient le voir, et d'autres promesses aussi peu fondées que j'inventais et répétais de temps en temps le long du chemin. La pureté de l'air, embaumée de la senteur des bruyères, l'éclat du soleil et la douce allure de Minnie soulagèrent son abattement au bout d'un moment. Il se mit à me faire des questions sur sa nouvelle demeure et sur les habitants de celle-ci, avec assez d'intérêt et de vivacité. Les Hauts sont-ils un endroit aussi plaisant que Froscroge Grange ?
demanda-t-il, en jetant un dernier regard sur la vallée, d'où montait un léger brouillard qui formait un nuage floconneux bordant le bleu du ciel. « La propriété n'est pas aussi enfouie dans les arbres, répondis-je. Et elle n'est pas tout à fait aussi grande, mais on y jouit d'une très belle vue sur le pays. L'air, il sera plus sain pour vous, plus vif et plus sec. Vous trouverez peut-être, au début, le bâtiment vieux et sombre, bien que ce soit une demeure respectable, la meilleure des environs, après la grange. Et puis vous ferez de si belles courses dans les Landes, à Rettenancho, qui est l'autre coussin de Mademoiselle Cathy, et par suite le vôtre en quelque sorte, vous montrera tous les coins les plus agréables. Vous pourrez emporter un livre quand le temps sera beau et faire d'un creux verdoyant votre salle d'études. Il est possible que parfois votre oncle vienne faire une promenade avec vous. Il se promène souvent sur les collines. Et comment est mon père ? Est-il aussi jeune et aussi beau que mon oncle ? Il est aussi jeune, mais il a les cheveux et les yeux noirs, et l'air plus sévère. Il est aussi plus grand et plus fort. Il ne vous paraîtra peut-être pas d'abord aussi doux et aussi aimable, parce que ce n'est pas son genre. Pourtant, ayez soin d'être franc et cordial avec lui. Tout naturellement, il vous aimera encore mieux que ne ferait aucun oncle, puisque vous êtes son fils. Des yeux et des cheveux noirs, répéta Linton d'un air rêveur. Je n'arrive pas à me les représenter. Alors je ne lui ressemble pas, sans doute. Pas beaucoup, répondis-je. Pas le moins du monde, pensai-je, en considérant avec regret le teint blanc et la frêle charpente de mon compagnon et ses grands yeux langoureux, les yeux de sa mère, mais tout à fait dépourvus de leur éclat et de leur vivacité, sauf dans les moments où ils s'allumaient sous l'influence d'une irritabilité morbide. Comme c'est curieux, il ne soit jamais venu nous voir, maman et moi, murmura-t-il. M'a-t-il vu ? S'il m'a vu, c'est quand j'étais bébé. Je ne me rappelle absolument rien de lui. Mais, maître Linton, 300 milles font une sérieuse distance, et 10 ans paraissent bien moins longs à une grande personne qu'à vous. Il est probable que M. Heathcliff se proposait chaque été de venir, mais qu'il n'a jamais trouvé une occasion favorable. Et maintenant, il est trop tard. Ne le tracassez pas de questions à ce sujet, cela le fâcherait, sans profit pour vous. Le jeune garçon resta plongé dans ses méditations pendant le reste de la route, jusqu'au moment où nous nous arrêtâmes devant la porte du jardin de la ferme. Je tâchai de saisir ses impressions sur son visage. Il examina les sculptures et les fenêtres basses, les groseilliers épars et les sapins tout penchés. Avec une gravité attentive, puis secoua la tête. Ses sentiments intimes désapprouvaient complètement l'extérieur de sa nouvelle demeure. Mais il eut le bon sens de différer ses plaintes. Il pouvait y avoir une compensation à l'intérieur. Avant qu'il mît pied à terre, j'allais ouvrir la porte. Il était 6h30. Le déjeuner venait de prendre fin. La servante débarrassait et essuyait la table. Joseph se tenait debout, près de la chaise de son maître, et lui racontait quelques histoires à propos d'un cheval boiteux. Ayrton se préparait à aller au foin. « Eh, Nelly, dit M. Heathcliff en m'apercevant. Je craignais d'être obligé de venir chercher mon bien moi-même. Vous me l'avez amené, n'est-ce pas ? Voyons ce que nous pourrons en faire. » Il se leva et se dirigea vers la porte. Ayrton et Joseph suivaient, pleins de curiosité. Le pauvre Linton jeta un regard effrayé sur ces trois visages. « Sûrement, dit Joseph après une grave inspection. Il a fait un troc avec vous, maître, et que c'est sa fille que voilà. » Heathcliff, ayant fixé sur son fils un regard qui le couvrit de confusion, laissa échapper un rire méprisant. « Dieu, quelle beauté et quelle ravissante, quelle charmante créature !» s'écria-t-il. « On a dû le nourrir d'escargots et de petits laits, hein, Nelly ? Oh, le diable m'emporte. Mais c'est encore pis que ce que j'attendais, et le diable sait que je n'espérais pourtant pas grand-chose. » Je dis à l'enfant, trop blanc et tout déconcerté, de descendre de cheval et d'entrer. Il ne comprenait qu'à demi la signification des paroles de son père et ne savait pas bien s'il en était l'objet. À vrai dire, il n'était pas encore certain que cet étranger rébarbatif et sarcastique fût son père. Mais il s'accrochait à moi avec une terreur croissante,
et comme M. Heathcliff avait pris un siège et lui avait dit « Viens ici », il se cacha le visage sur mon épaule et pleura. « Assez », dit Heathcliff. Il étendit le bras, attira brutalement l'enfant entre ses genoux, puis lui tint la tête haute en le prenant sous le menton. « Pas de sottise. Nous n'allons pas t'avaler, Linton. N'est-ce pas là ton nom ? Tu es bien le fils de ta mère. Par où tiens-tu de moi, poulet piailleur ?» Il enleva la casquette de l'enfant, repoussa ses épaisses boucles blondes, tâta ses bras grêles et ses doigts effilés. Pendant cet examen, Linton avait cessé de pleurer et levait ses grands yeux bleus pour inspecter son inspecteur. « Me connais-tu » demanda Heathcliff, après s'être convaincu que ses membres étaient tous également frêles et faibles. « Non » dit Linton, dont le regard reflétait une peur irraisonnée. « Tu as entendu parler de moi, certainement. »« Non » répéta-t-il. « Non ? Quelle honte pour ta mère de n'avoir jamais éveillé en toi la piété filiale à mon égard. Eh bien, tu es mon fils, je te l'apprends. Et ta mère a été une drôlesse de te laisser dans l'ignorance de ce qu'était ton père. Allons, ne regimbe pas et ne rougis pas, bien que ce soit déjà quelque chose de voir que ton sang n'est pas blanc. Sois bon garçon, et nous nous entendrons. Nelly, si vous êtes fatigué, vous pouvez vous asseoir, sinon, retournez chez vous. Je parie que vous allez raconter ce que vous avez vu et entendu au zéro qui habite à la grange. Et cet être-ci ne se calmera pas tant que vous resterez près de lui. Bien, répondis-je. J'espère que vous serez bon pour l'enfant, monsieur Heathcliff. Autrement, vous ne le conserveriez pas longtemps. Et c'est votre seul parent sur la terre, le seul que vous connaîtrez jamais. Ne l'oubliez pas. Je serai très bon pour lui, soyez sans crainte, dit-il en riant. Seulement, personne d'autre ne doit être bon pour lui. Je suis jaloux d'avoir le monopole de son affection. Et pour commencer mes bontés, Joseph, apportez à déjeuner à ce garçon. Hareton, infernal idiot, va-t'en à ton travail. Oui, Nelly, ajouta-t-il quand ils furent partis. Mon fils est l'héritier présomptueux de la grange, et je ne désire pas qu'il meure avant que je sois assuré de recueillir sa succession. En outre, il est à moi. Je veux jouir du triomphe de voir mon descendant propriétaire légitime de leurs biens, mon enfant donnant des gages à leurs enfants pour labourer les terres de leur père. C'est la seule considération que puisse me faire supporter ce petit drôle. Je le méprise en lui-même et je le hais pour les souvenirs qu'il me rappelle, mais cette considération est suffisante. Auprès de moi, il est en sûreté et sera l'objet de soins attentifs, tout autant que l'enfant de votre maître auprès de son père. J'ai là-haut une chambre très bien meublée pour lui. J'ai engagé également un précepteur qui doit faire 20 000 3 fois par semaine pour venir lui enseigner ce qui lui plaira d'apprendre. J'ai ordonné à Hareton de lui obéir. En bref, j'ai tout arrangé en vue d'en faire un supérieur et un gentleman au milieu des gens avec qui il vivra. Je regrette, toutefois, qu'il mérite si peu toute cette peine. Si je souhaitais quelque bonheur en ce monde, c'était de trouver en lui un objet digne d'orgueil, et ce misérable pleurnicheur à face blême m'a cruellement déçu. Pendant qu'il parlait, Joseph était revenu, apportant un plat de porridge au lait. Il le plaça devant Linton, qui se détourna de ce mets rustique avec un regard d'aversion, et affirma qu'il ne pourrait le manger. Je vis que le vieux serviteur partageait tout à fait le mépris de son maître pour l'enfant, bien qu'il fût obligé de n'en rien laisser paraître, car il était clair que Heathcliff voulait voir son fils respecté par ses inférieurs. « Vous ne pouvez point le manger » répéta-t-il en scrutant curieusement le visage de Linton et en baissant la voix de peur d'être entendu plus loin. « Mais maître Hareton, il n'a jamais rien mangé que d'autre, hein, quand c'est ce qu'il était petit. Mais avis que c'était bon pour lui, on doit être aussi bon pour vous. »« Je ne le mangerai pas, » répondit Linton d'un ton hargneux. « Remportez-le. » Joseph saisit le plat avec indignation et nous l'apporta. « C'est qu'il y ait quelque chose de mauvais dans ces aliments-là » demanda-t-il en fourrant le plat sous le nez de Heathcliff. « Qu'y aurait-il de mauvais » dit celui-ci. « Eh ben, votre précieux gars, il dit qu'il n'y veut point les manger.
Mais je crois que c'est naturel. Sa mère était tout juste comme ça. Ils étaient quasiment trop sales pour semer les grains qui devaient faire son pain. Ne parlez pas de sa mère, dit le maître avec irritation. Donnez-lui quelque chose qu'il puisse manger, voilà. Quelle est sa nourriture habituelle, Nelly? J'indiquai du lait bouilli ou du thé, et la femme de charge reçut des instructions en conséquence. Allons, pensai-je, l'égoïsme du père pourrait contribuer au bien-être de l'enfant. Il se rend compte de sa constitution délicate et de la nécessité de le traiter avec ménagement. Je vais consoler M. Edgar en lui faisant part du tour qu'a pris l'humeur de M. Heathcliff. N'ayant pas d'excuse pour m'attarder plus longtemps, je m'esquivai pendant que Linton était occupé à repousser timidement les avances d'un chien de berger amical. Mais il était trop sur le qui-vive pour qu'on pût le tromper. Au moment où je fermais la porte, j'entendis un cri et ces mots répétés avec frénésie. « Ne me quittez pas, ne me quittez pas. Je ne veux pas rester ici. » Puis le loquet se souleva et retomba. On ne lui permettait pas de sortir. Je montai sur Minnie et lui fis prendre le trot. Ainsi finit ma brève tutelle. Chapitre 21. Nous eûmes bien du tracas avec la petite Cathy ce jour-là. Elle s'était levée toute joyeuse, impatiente de rejoindre son cousin. La nouvelle du départ de celui-ci détermina chez elle des larmes et des lamentations si passionnées qu'Edgar lui-même fut obligé de la calmer en lui affirmant qu'il reviendrait bientôt. Il ajouta toutefois « Si je puis le reprendre », et c'est ce qu'il était impossible d'espérer. Cette promesse ne la rassura que faiblement, mais le temps eut plus de pouvoir, et, bien que parfois elle demandât encore à son père quand Linton reviendrait, les traits de ce dernier devinrent si vagues dans sa mémoire qu'elle ne le reconnut pas quand elle le revit. Lorsqu'il m'arrivait, en allant faire des courses à Gimmerton, de rencontrer la femme de charge de Hurlevent, je ne manquai pas de lui demander comment allait le jeune maître, car il vivait dans une réclusion presque aussi complète que Catherine elle-même, et on ne le voyait jamais. Je sus par elle que sa santé était toujours délicate et qu'il était très fatigant pour son entourage. Elle me dit que M. Heathcliff semblait avoir pour lui de plus en plus d'aversion. Bien qu'il fît quelques efforts pour dissimuler ce sentiment, le son de sa voix lui était antipathique. Il était absolument incapable de rester plusieurs minutes de suite dans la même chambre que lui. La conversation entre eux était rare. Linton apprenait ses leçons, passait ses soirées dans la petite pièce qu'ils appelaient le petit salon, ou bien restait couché toute la journée, car il attrapait tout le temps des rhumes, des refroidissements, des douleurs, des misères de toutes sortes. Je n'ai jamais connu d'être si pusillanime, ajouta la femme, ni si préoccupé de soi-même. Ce sont des histoires sans fin si je laisse la fenêtre ouverte tant soit peu tard dans la soirée. Oh, c'est mortel, un souffle de l'air de la nuit, il va avoir du feu en plein été. La pipe de Joseph est un poison, il lui faut toujours des sucreries et des friandises, et toujours du lait, encore du lait, sans qu'il se soucie le moins du monde qu'en hiver nous soyons rationnés nous autres. Enveloppé dans son manteau fourré, il reste enfoui dans son fauteuil au coin du feu, à siroter un peu de pain grillé et une autre drogue qui chauffe sur la grille. Si Ayrton, par comparaison, vient le distraire, Ayrton n'a pas une mauvaise nature, quoiqu'il soit bourru, ils finissent régulièrement par se séparer, l'un jurant, l'autre pleurant. Je crois que le maître aurait plaisir à voir Earnshaw le battre comme plâtre s'il ne s'agissait de son fils. Et je suis sûre qu'il serait capable de jeter l'enfant à la porte s'il connaissait la moitié des petits soins qu'il se prodigue à soi-même. Mais il ne s'expose pas à en avoir la tentation. Il n'entre jamais dans le petit salon et, si Linton commence ses manières là devant lui dans la salle, il l'envoie aussitôt en haut. Je devinais par ce récit que la privation complète de sympathie avait rendu le jeune Heathcliff égoïste et désagréable, s'il ne l'était déjà originellement. Mon intérêt pour lui s'affaiblit en conséquence, bien que son sort m'inspirât toujours de la pitié et du regret qu'il ne fût pas resté avec nous. M. Edgar m'encourageait à chercher à me renseigner. Il pensait beaucoup à lui, je crois, et n'aurait pas hésité à courir quelques risques pour le voir. Il me dit un jour de demander à la femme de charge si Linton ne venait jamais dans le village. Elle me répondit qu'il n'y avait été que 2 fois, à cheval avec son père. Et 2 fois, il avait prétendu être absolument rompu pendant les 3 ou 4 jours qui avaient suivi. Cette femme de charge quitta Léo, si je me souviens bien. 2 ans après l'arrivée de Linton, elle fut remplacée par une autre que je ne connaissais pas et qui est encore là. Le temps continua de s'écouler à la grange aussi agréablement qu'autrefois. Miss Cathy atteignit ses 16 ans. Jamais nous ne fêtions joyeusement l'anniversaire de sa naissance, parce que c'était aussi l'anniversaire de la mort de mon ancienne maîtresse. Son père passait invariablement ce jour-là, seul dans la bibliothèque, à la tombée de la nuit. Il allait jusqu'au cimetière de Gimmerton, où il restait souvent passé minuit.
Catherine en était donc réduite à ses propres ressources pour se distraire. Le 20 mars fut cette année-là une belle journée de printemps. Quand son père se fut retiré, ma jeune maîtresse descendit, habillée pour sortir, et me dit qu'elle désirait faire avec moi une promenade sur le bord de la lande. Monsieur Linton le lui avait permis, si nous n'allions qu'à courte distance et si nous étions rentrés dans 1 heure. « Ainsi, dépêchez-vous, Hélène !» s'écria-t-elle. « Je sais où je veux aller. C'est à un endroit où s'est installée toute une bande d'oiseaux. Je voudrais voir s'ils ont déjà fait leur nid. »« Cela doit être assez loin, répondis-je. Ils ne font pas leur couvée sur le bord de la lande. »« Non, ce n'est pas loin. J'ai été tout auprès avec papa. » Je mis mon chapeau et sortis sans m'inquiéter davantage. Elle bondissait en avant, revenait près de moi et repartait comme un jeune lévrier. Au début, je pris un grand plaisir à écouter les alouettes qui chantaient de tous côtés, à jouir de la douce chaleur du soleil et à la regarder, elle, ma petite enfant gâtée, avec ses boucles blondes qui flottaient sur ses épaules, ses joues brillantes qui s'épanouissaient aussi fraîches et pures que des roses sauvages, et ses yeux rayonnant d'une joie sans nuage. Elle était heureuse comme un ange dans ce temps-là. Quel dommage qu'elle n'ait pu se contenter de son sort. « Eh bien, dis-je, où sont vos oiseaux, mademoiselle Cathy ? Nous devrions les avoir trouvés. La haie du parc de la grange est à une grande distance derrière nous maintenant. »« Oh, un peu plus loin, seulement un peu plus loin, Hélène, » me répondait-elle continuellement. « Gravissez ce tertre, franchissez ce talus, et avant que vous soyez arrivés de l'autre côté, j'aurais fait lever les oiseaux. » Mais il y avait tant de tertres à gravir et de talus à franchir que je finis par me sentir fatiguée et je lui dis qu'il fallait nous arrêter et revenir sur nos pas. Je dus crier car elle m'avait devancé de beaucoup. Elle ne m'entendit pas ou ne m'écouta pas. Elle continua de courir en avant et je fus forcée de la suivre. Enfin, elle disparut dans un creux. Quand je parvins à la revoir, elle était à 2000 plus près des hauts de Hurlevent que de la grange. J'aperçus 2 personnes qui l'arrêtaient et j'eus la conviction que l'une d'elles était M. Heathcliff lui-même. Cathy avait été prise en flagrant délit de pillage ou du moins de recherche de nid de coq de bruyère. Les haies étaient le domaine de M. Heathcliff et celui-ci réprimandait la braconnière. « Je n'en ai pris ni trouvé aucun, » disait-elle pendant que je peignais pour les rejoindre. Et elle étendait les mains pour confirmer sa déclaration. « Je n'avais pas l'intention d'en prendre, mais papa m'a dit qu'il y en avait des quantités ici, et je désirais voir les œufs. » Heathcliff me jeta un coup d'œil, accompagné d'un sourire méchant, qui indiquait qu'il connaissait son interlocutrice et, par conséquent, qu'il était animé envers elle de dispositions malveillantes. Il demanda qui était papa. « Monsieur Linton, de Thrushcross Grange, » répondit-elle. « Je pensais bien que vous ne me connaissiez pas, car autrement vous ne m'auriez pas parlé de cette manière. »« Vous supposez donc que votre papa est hautement estimé et respecté, » dit-il d'un ton sarcastique. « Et vous, qui êtes-vous » demanda Catherine en regardant avec curiosité son interlocuteur. « J'ai déjà vu cet homme-là. Est-ce votre fils ?» Elle désigna l'autre individu, Hareton, que 2 années de plus n'avaient fait que rendre plus massif et plus fort. Il avait l'air aussi gauche et aussi rude que jamais. « Mademoiselle Cathy, interrompis-je, il va y avoir 3 heures que nous sommes dehors, au lieu d'1. Il faut réellement que nous rentrions. »« Non, cet homme-là n'est pas mon fils, » répondit Heathcliff en m'écartant. « Mais j'ai un fils et vous l'avez déjà vu, lui aussi. Quoique votre gouvernante soit très pressée, je crois qu'un peu de repos vous ferait du bien, à toutes 2. Voulez-vous simplement contourner ce monticule couvert de bruyère et entrer chez moi? Vous n'en regagnerez ensuite votre demeure que plus vite. Étant reposé, et vous serez la bienvenue. » Je dis tout bas à Catherine qu'elle ne devait, sous aucun prétexte, accepter cette proposition, qu'il ne pouvait absolument pas en être question. « Pourquoi ?» demanda-t-elle tout haut. « Je suis fatiguée d'avoir couru et le terrain est humide. Je ne puis m'asseoir ici. Allons-y, Hélène. En outre, il dit que j'ai déjà vu son fils. Il doit se tromper, je pense. Mais je devine où il habite, à la ferme que j'ai visitée en revenant des rochers de Penistone, n'est-ce pas ? » ?»« En effet. » »« Allons, Nelly, taisez-vous. Ce serait pour elle un plaisir de voir notre intérieur. Hareton, va en avant avec la jeune fille. Vous, Nelly, venez avec moi. »« Non, elle n'ira pas dans un pareil endroit, » m'écriai-je en luttant pour dégager mon bras qui l'avait saisie. Mais elle avait contourné le monticule en courant à toute vitesse, et elle était déjà presque sur le seuil de la porte. Le compagnon qu'on lui avait désigné ne prit pas la peine de faire mine de l'escorter. Il s'esquiva par la route et disparut. « Monsieur Heathcliff, c'est très mal, » continuai-je. « Vous savez fort bien que vos intentions ne sont pas bonnes. Elle va rencontrer Linton, elle racontera tout dès que nous serons rentrés. Et c'est sur moi que retombera le blâme. »« Je désire qu'elle voie Linton, » répondit-il. « Il a meilleur aspect depuis quelques jours. Il n'arrive pas souvent qu'il soit présentable. Nous le persuaderons facilement de tenir sa visite secrète. Où est le mal là-dedans ?
Le mal est que je m'attirerai à l'animosité de son père s'il découvre que je l'ai laissé entrer dans votre maison. Et je suis convaincue que vous avez de mauvais desseins en l'y poussant. Mon dessein est aussi honnête que possible. Je vais vous l'exposer en entier. C'est que les deux cousins puissent s'éprendre l'un de l'autre et s'épousent. J'agis généreusement envers votre maître. Son rejeton n'a pas d'espérance et... Si elle entre dans mes vues, elle en aura aussitôt, puisqu'elle partagera avec Linton les droits à ma succession. Si Linton mourait, et sa vie est bien incertaine, Catherine serait l'héritière. Non, elle ne le sera pas. Il n'y a dans le testament aucune clause qui l'établisse. Les biens de mon fils me reviendraient. Mais pour prévenir leur dispute, je désire leur union et suis résolue à la réaliser. Et moi, je suis résolue à ne plus jamais la laisser approcher de chez vous, répliquai-je, comme nous atteignions la barrière, où mademoiselle Cathy nous attendait. Heathcliff me dit de me tenir tranquille, et nous précédant dans le chemin, se hâta d'ouvrir la porte. Ma jeune maîtresse lui lançait de fréquents regards, comme si elle ne savait pas trop quoi penser de lui. Mais il souriait quand il rencontrait ses yeux, et adoucissait la voix en lui parlant. J'étais assez folle pour m'imaginer que la mémoire de sa mère pouvait l'empêcher de lui vouloir du mal. Linton était devant la cheminée. Il avait été se promener dans les champs, car il avait sa casquette sur la tête, et il appelait Joseph pour se faire apporter des souliers secs. Il était devenu grand pour son âge. Il s'en fallait de quelques mois qu'il eut 16 ans. Ses traits étaient restés jolis, ses yeux et son teint plus brillants que j'en avais le souvenir, mais seulement d'un éclat passager dû à la salubrité de l'air et à l'influence du soleil. « Eh bien, qui est cela ?» demanda M. Heathcliff en se tournant vers Cathy. « Pouvez-vous me le dire ?»« Votre fils ?» dit-elle après les avoir examinés tous deux alternativement d'un air de doute. « Oui, oui. Mais est-ce la première fois que vous le voyez ? Ah, vous avez la mémoire bien courte. Linton, te rappelles-tu ta cousine, que tu nous tourmentais tant pour revoir ? » « Quoi ? Linton ?» s'écria Cathy dont le visage s'illumina d'une surprise joyeuse à ce nom. « Est-ce là le petit Linton ? Il est plus grand que moi. Êtes-vous vraiment Linton ?» Le jeune homme s'avança et l'assura qu'elle ne se trompait pas. Elle l'embrassa de bon cœur, et tous deux considérèrent avec surprise le changement que le temps avait apporté dans leur apparence. Catherine avait atteint toute sa croissance, et ses formes étaient à la fois pleines et élancées. Ses muscles avaient l'élasticité de l'acier, et son aspect général étincelait de santé et de vie. Les regards et les mouvements de Linton étaient languissants, son corps extrêmement grêle. Mais il y avait dans ses manières une grâce qui tempérait ses imperfections et qui faisait qu'il n'était pas déplaisant. Après avoir échangé avec lui de nombreuses marques d'affection, sa cousine se dirigea vers M. Heathcliff, qui était resté près de la porte, partageant son attention entre ce qui se passait au-dedans et ce qui se passait au-dehors, ou plutôt feignant de partager son attention, mais en réalité, n'observait que les deux jeunes gens. « Ainsi vous êtes mon oncle !» s'écria-t-elle en se haussant pour l'embrasser. « Il me semblait que je vous aimais, bien que vous m'eussiez mal accueilli au début. Pourquoi ne venez-vous pas à la grange avec Linton ? C'est bizarre de vivre tant d'années si près de nous sans être jamais venu nous voir. Pourquoi ? Je suis venu à la grange 1 ou 2 fois de trop, avant votre naissance. Bon, au diable. Si vous avez des baisers disponibles, donnez-les à Linton. Sur moi, ils sont perdus. » « Méchante Hélène !» s'écria Catherine, se précipitant vers moi pour me submerger sous un flot de caresses. « Vilaine Hélène, qui a essayé de m'empêcher d'entrer. Mais à l'avenir, je ferai cette promenade tous les matins. Le permettrez-vous, mon oncle ? Et quelquefois, j'amènerai papa. Ne serez-vous pas content de nous voir ? » ?»« Certainement, » répondit l'oncle avec une grimace à peine contenue, qui témoignait de sa profonde aversion pour les deux visiteurs en question. « Mais attendez, » continua-t-il en se tournant vers la jeune fille. « Maintenant que j'y pense, il vaut mieux que je vous le dise. Monsieur Linton a une prévention contre moi. Nous nous sommes querellés, à une certaine période de notre existence, avec une férocité peu chrétienne. Dites-lui que vous êtes venu ici, et il vous interdira complètement toute visite. Il ne faut donc pas que vous en parliez, pour peu que vous vous souciez de revoir votre cousin par la suite. Vous pouvez venir si vous voulez, mais n'en parlez pas. »« Pourquoi vous êtes-vous querellé ?» demanda Catherine, très décontenancée. « Il m'a trouvé trop pauvre pour épouser sa sœur, et s'est fâché que j'en ai eu obtenu la main. Son orgueil était blessé, et il ne me le pardonnera jamais. »« C'est mal. Un jour ou l'autre, je le lui dirai. Mais Linton et moi n'avons rien à voir dans votre querelle. S'il en est ainsi, je ne viendrai pas ici. C'est lui qui viendra à la grange. »« Ce sera trop loin pour moi, » murmura Linton. « Faire 4 milles à pied me tuerait. Non. Venez ici, mademoiselle Catherine, de temps à autre. Pas tous les matins, mais 1 ou 2 fois par semaine.
Le père lança sur son fils un regard d'amer mépris. « Je crains, Nelly, de perdre ma peine, me dit-il à voix basse. Mademoiselle Catherine, comme l'appelle ce niais, s'apercevra de ce qu'il vaut et l'enverra au diable. Ah, s'il se fût agi de Hareton. Savez-vous que 20 fois par jour, j'envie Hareton, tout dégradé qu'il est. J'aurais aimé ce garçon s'il eût été un autre. Mais je ne crois pas qu'il y ait de danger que cette petite fille, elle, s'éprenne de lui. Et si cet être pitoyable ne se démène pas un peu vivement, je lui susciterai un rival entre la personne de Hareton. Nous estimons que Linton vivra au plus jusqu'aux 18 ans. Oh, la peste soit de l'insipide animal. Le voilà occupé à se sécher les pieds. Et il ne la regarde même pas. Linton. Oui, mon père. N'as-tu rien à montrer à ta cousine, nulle part? Pas même un terrier de lapin ou de belette? Emmène-la dans le jardin avant de changer de chaussures et aux écuries voir ton cheval. Ne préfériez-vous pas rester ici? Demanda Linton en s'adressant à Cathy sur un ton qui exprimait sa répugnance à bouger. Je ne sais pas, répondit-elle en jetant un regard d'envie vers la porte. Elle avait visiblement un vif désir de remuer. Il resta assis et se rapprocha encore du feu. Heathcliff se leva, alla à la cuisine, et de là dans la cour, appelant Hareton. Hareton répondit et bientôt tous deux rentrèrent. Le jeune homme venait de se laver, comme on pouvait s'en rendre compte au brillant de ses joues et de ses cheveux humides. « Oh, je vous le demande, à vous, mon oncle !» s'écria Catherine, en se rappelant l'assertion de la femme de charge. « Celui-là n'est pas mon cousin, n'est-ce pas ?»« Si, » répondit-il. « C'est le neveu de votre mère. Est-ce qu'il ne vous plaît pas ?» Catherine prit un drôle d'air. « N'est-ce pas un beau gars ?» continua-t-il. La malhonnête petite personne se dressa sur la pointe des pieds et chuchota une phrase à l'oreille de Heathcliff, qui se mit à rire. Le visage de Hareton s'assombrit. Je m'aperçus qu'il était très sensible au manque d'égard qu'il soupçonnait, et qu'il avait évidemment une vague notion de son infériorité. Mais son maître, ou tuteur, le rasséréna en s'écriant « Tu seras très apprécié par nous, Hareton. Elle dit que tu es un... comment déjà? Enfin, quelque chose de très flatteur. Allons, va faire avec elle le tour de la ferme. Et conduis-toi en gentleman, hein? Pas de gros mots. Ne va pas la dévisager quand elle ne te regarde pas. Et avoir l'air de vouloir te cacher la figure quand elle te regarde. Quand tu parleras, parle lentement, et ne tiens pas tes mains dans tes poches. En route, et distrais-la aussi agréablement que tu pourras. » Il surveilla le couple qui passait sous la fenêtre. Earnshaw détournait la tête. Il paraissait étudier avec l'intérêt d'un étranger et d'un artiste ce paysage qu'il connaissait si bien. Catherine lui lança un coup d'œil narquois qui n'exprimait que peu d'admiration. Puis elle se mit en devoir de trouver elle-même des sujets d'amusement et s'en alla gaiement, d'un pas leste, en fredonnant un air pour suppléer au défaut de conversation. « Je lui ai lié la langue, » observa Heathcliff. « Il ne risquera pas une seule parole de toute la promenade. Nelly, vous vous souvenez de moi quand j'avais son âge? Ou même quand j'avais quelques années de plus? Ai-je jamais eu l'air aussi stupide, aussi empaillé, comme dit Joseph? Plus, répliquai-je, car vous étiez plus morose par-dessus le marché. Il me donne de la satisfaction, poursuivit-il, en pensant tout haut. Il a répondu à mon attente. S'il eût été naturellement idiot, mon plaisir serait moitié moindre. Mais il n'est pas idiot, et je peux sympathiser avec tous ses sentiments, les ayant éprouvés moi-même. Je sais très exactement ce qu'il souffre en ce moment, par exemple. Ce n'est d'ailleurs qu'un simple avant-goût de ce qu'il souffrira. Il ne sera jamais capable de sortir de son abîme de grossièreté et d'ignorance. Je le tiens mieux que ne me tenait son coquin de père, et je l'ai fait descendre plus bas, car il s'enorgueillit de son abrutissement. Je lui ai appris à mépriser comme une sottise et une faiblesse tout ce qui n'est pas purement animal. Ne croyez-vous pas que Hindley serait fier de son fils s'il pouvait le voir? Presque aussi fier que je le suis du mien. Mais il y a une différence, l'un est de l'or employé comme une pierre de pavage, l'autre du fer blanc poli pour jouer un service d'argent. Le mien n'a aucune valeur en soi. Pourtant, j'aurais le mérite de le pousser aussi loin qu'un si pauvre air peut aller. Le sien avait des qualités de premier ordre. Elles sont perdues. Je les ai rendues plus qu'inutiles, funestes. Moi, je n'ai rien à regretter. Lui, il aurait à regretter plus que qui que ce soit. Et le plus beau est que Hareton m'est attaché au diable. Vous conviendrez qu'ici, j'ai surpassé Hindley. Si ce défunt drôle pouvait sortir de sa tombe pour me reprocher mes torts envers sa progéniture, j'aurais l'amusement de voir la dite progéniture le repousser
et s'indigner qu'il ose médire du seul ami qu'elle ait au monde. Heathcliff laissa échapper un rire de démon à cette idée. Je ne fis aucune réponse, car je voyais qu'il n'en attendait pas. Cependant, notre jeune compagnon, qui était aussi trop loin de nous pour pouvoir entendre ce que nous disions, commençait à manifester quelques symptômes d'embarras. Il se repentait sans doute de s'être privé lui-même du plaisir de la société de Catherine, par crainte d'une légère fatigue. Son père remarqua les regards inquiets qu'il lançait vers la fenêtre, et sa main hésitante tendue vers sa casquette. « Debout, paresseux !» s'écria-t-il avec un enjouement affecté. « Cours après eux, ils sont juste au tournant, près des ruches. » Linton rassembla ses forces et quitta le coin du feu. La fenêtre était ouverte, et au moment qu'il sortait, j'entendis Catherine qui demandait à son peu sociable compagnon ce que signifiait l'inscription au-dessus de la porte. Ayrton regarda en l'air et se gratta la tête comme un vrai bouffon. « C'est quelque maudite écriture, » répondit-il. « Je ne peux pas lire. »« Vous ne pouvez pas lire ?» s'écria Catherine. « Je peux la lire, moi, c'est de l'anglais. Mais je voudrais savoir pourquoi elle est là. » Linton ricana. C'était la première manifestation de gaieté de sa part. « Il ne sait pas ses lettres, » dit-il à sa cousine. « Auriez-vous cru qu'il existe un pareil âne ?»« Est-ce qu'il est dans son état normal ?» demanda sérieusement Catherine. « Ou est-ce un innocent ? Je l'ai questionné 2 fois et à chaque fois, il a pris un air si stupide que je crois qu'il ne m'a pas comprise. En tout cas, je le comprends à peine, lui. » Linton se remit à rire et à jeter un coup d'œil sarcastique sur Ayrton qui, en ce moment, ne paraissait certes pas tout à fait dénué de compréhension. « Ce n'est que de la paresse, n'est-ce pas, Earnshaw ?» dit Linton. « Ma cousine vous prend pour un idiot. Vous sentez maintenant ce qu'il en coûte de mépriser l'étude, des livres comme vous diriez. Avez-vous remarqué, Catherine, sa terrible prononciation de Yorkshire ? Eh ben, à quoi diable servent-ils ces livres ?» grommela Ayrton, plus prompt à répondre à son compagnon de tous les jours. Il se préparait à continuer, mais les 2 jeunes gens éclatèrent bruyamment de rire. Ma folle mademoiselle était enchantée d'avoir découvert, dans son parler étrange, un sujet d'amusement. « À quoi sert le diable dans cette phrase ?» dit Linton en ricanant. « Papa vous a recommandé de ne pas dire de gros mots, et vous ne pouvez ouvrir la bouche sans en laisser échapper un. Tâchez de vous tenir en gentleman, allons. Si t'étais pas plus une fille qu'un garçon, je t'enverrais rouler par terre à l'instant. Pour sûr, misérable avorton. » riposta le rustre furieux. Puis il s'en alla, le visage cuisant de rage et d'humiliation, car il avait conscience d'être insulté et ne savait comment se venger. M. Heathcliff, qui avait comme moi entendu la conversation, sourit quand il le vit partir, mais immédiatement après, il lança un regard d'une singulière aversion sur les 2 autres, qui restaient à bavarder devant la porte. Le jeune garçon avait retrouvé assez d'animation pour discuter les défauts et les imperfections de Ayrton, et raconter des anecdotes sur lui. La jeune fille s'amusait de ses médisances haineuses, sans réfléchir à la mauvaise nature qu'elle révélait. Je commençais à ressentir pour Linton plus d'antipathie que de pitié, et à excuser dans une certaine mesure le peu de cas que son père faisait de lui. Nous restâmes jusqu'après-midi. Je n'avais pu décider mademoiselle Cathy à partir plus tôt. Mais heureusement, mon maître n'avait pas quitté ses appartements et demeurait dans l'ignorance de notre absence prolongée. Pendant que nous revenions, j'aurais volontiers éclairé ma jeune maîtresse sur les gens que nous venions de quitter, mais elle s'était mise dans la tête que j'étais prévenue contre eux. « Ah, vous vous rangez du côté de papa, Hélène. Vous êtes partiale, j'en suis sûre. Sans cela, vous ne m'auriez pas trompée depuis tant d'années en me racontant que Linton vivait très loin d'ici. Je suis réellement très fâchée. Mais je suis si contente que je ne peux pas vous témoigner mon mécontentement. Seulement, ne me dites pas de mal de mon oncle. N'oubliez pas que c'est mon oncle, et je gronderai papa de s'être querellé avec lui. » Elle continua sur ce thème, et je dus renoncer à essayer de la convaincre de son erreur. Elle ne me parla pas de sa visite ce soir-là, parce qu'elle ne vit pas M. Linton, mais le lendemain elle raconta tout, à mon grand ennui. Pourtant, je ne le regrettais qu'à demi. Je pensais que la charge de la diriger et de la mettre en garde serait exercée d'une manière plus efficace par son père que par moi. Mais quand il lui exprima le désir de la voir éviter toute relation avec les habitants des Hauts, il montra trop de timidité à lui donner des raisons satisfaisantes. Et Catherine tenait à ce qu'on lui fournît de bonnes raisons quand on voulait faire obstacle à sa volonté d'enfant gâté. « Papa !» s'écria-t-elle dès le matin, après l'avoir embrassé. « Devinez qui j'ai vu hier dans ma promenade sur la lande. »« Ah, papa, vous tressaillez. Vous avez donc eu tort, n'est-ce pas ? J'ai vu. Mais écoutez, et vous saurez comme j'ai tout découvert. Et Hélène qui est liguée avec vous. Elle faisait pourtant semblant de me plaindre quand je continuais.
malgré mes perpétuelles déceptions, d'espérer le retour de Linton. Elle fit un récit fidèle de son excursion et de ses suites. Mon maître, bien qu'il me lançât plus d'un regard de reproche, ne dit rien jusqu'à ce qu'elle eût fini. Il l'attira alors à lui et lui demanda si elle savait pourquoi il lui avait caché le voisinage de Linton. Pouvait-elle penser que ce fut pour lui refuser un plaisir dont elle aurait pu jouir? C'est parce que vous n'aimez pas M. Heathcliff. Alors tu crois que j'ai souci de mes propres sentiments plus que des tiens? Non, ce n'est pas parce que je n'aime pas M. Heathcliff, mais parce que M. Heathcliff ne m'aime pas, et parce que c'est un homme diabolique qui met sa joie à nuire à ce qu'il est et à travailler à leur perte, s'il lui en fournissait la moindre occasion. Je savais que tu ne pourrais conserver des relations avec ton cousin sans entrer en rapport avec lui, et je savais qu'à cause de moi, il te détesterait. Aussi, dans ton propre intérêt, et sans aucun autre motif, avais-je pris mes précautions pour que tu ne revisses pas Linton. Je voulais t'expliquer cela un jour, quand tu seras plus grande, et je regrette d'avoir tant tardé. Mais M. Heathcliff a été très cordial, papa, observa Catherine, qui n'était pas du tout convaincue. Il n'a fait aucune objection, lui, à ce que nous nous voyions. Il m'a dit que je pouvais venir chez lui quand je voudrais, seulement qu'il ne fallait pas que je vous le dise parce que vous vous étiez querellé avec lui et que vous ne lui pardonniez pas d'avoir épousé ma tante Isabelle. Et c'est vrai, c'est vous qui êtes à blâmer. Lui, au moins, ne demande pas mieux que nous soyons amis, Linton et moi. L'opposition vient de vous. Mon maître s'aperçut qu'elle ne croyait pas sur ses paroles ce qu'il lui disait de mauvais sentiments de son oncle. Lui fit un résumé succinct de la conduite de celui-ci envers Isabelle et de la façon dont Hurlevent était devenu sa propriété. Il lui était insupportable de s'appesantir longuement sur ce sujet, car, bien qu'il en parlait rarement, il avait toujours pour son ancien ennemi l'horreur et la haine qui n'avaient cessé d'habiter son cœur depuis la mort de mademoiselle Linton. Sans lui, elle vivrait peut-être encore, se disait-il sans amertume. Et à ses yeux, Heathcliff était un meurtrier. Mademoiselle Cathy, qui, en fait de mauvaises actions, ne connaissait que ses petites désobéissances, ses petites injustices, ses petites colères provoquées par la vivacité de son caractère ou par l'irréflexion, et dont elle se repentait le jour même, fut stupéfaite de cette noirceur d'âme capable de couvert et de dissimuler une vengeance pendant des années, de poursuivre méthodiquement ses plans sans éprouver de remords. Elle parut frappée et révoltée de ce nouvel aspect de la nature humaine. Elle exclut jusqu'à présent de toutes ses études et de toutes ses idées que M. Edgar jugea inutile de prolonger ses explications. Il ajouta simplement « Tu sauras désormais, ma chérie, pourquoi je désire que tu évites sa maison et sa famille. Retourne maintenant à tes occupations et à tes amusements habituels, et ne pense plus à eux. » Catherine embrassa son père et se mit à étudier tranquillement ses leçons pendant 2 heures, selon son habitude, puis elle l'accompagna dans la propriété et la journée se passa comme à l'ordinaire. Mais le soir, quand elle fut rentrée dans sa chambre et que j'allai chez elle pour l'aider à se déshabiller, je la trouvai en pleurs, à genoux au pied de son lit. « Oh, fille, sotte enfant !» m'écriai-je. « Si vous aviez de vrais chagrins, vous seriez honteuse de verser une larme pour cette petite contrariété. Vous n'avez jamais eu l'ombre d'une peine sérieuse, mademoiselle Catherine. Supposez pour 1 minute que le maître et moi soyons morts et que vous restiez seul au monde. Qu'éprouveriez-vous alors? Comparez l'occasion présente à une affliction comme celle-là et rendez grâce au ciel des amis que vous avez, au lieu d'en convoiter d'autres. Ce n'est pas pour moi que je pleure, c'est pour lui. Il comptait bien me revoir demain. Il va être désappointé. Il m'attendra et je ne viendrai pas. Sottise. Vous figurez-vous qu'il pense à vous autant que vous pensez à lui? N'a-t-il pas en Ayrton un compagnon? Il n'y a pas une personne sur 100 qui pleurerait parce qu'elle perd une connaissance qu'elle a juste vue 2 fois pendant 2 après-midi. Linton devinera bien ce qu'il en est et ne s'inquiétera plus de vous. Mais ne pourrais-je lui écrire un mot pour lui faire savoir pourquoi ne puis-je venir? Demanda-t-elle en se relevant. Et lui envoyer ces livres que j'ai promis de lui prêter. Les siens ne sont pas aussi jolis que les miens. Et il a manifesté une grande envie de les avoir quand je lui ai dit combien ils étaient intéressants. N'est-ce pas possible, Hélène? Non, certainement pas, répliquai-je d'un ton ferme. Car alors il vous répondrait et cela n'en finirait pas. Non, mademoiselle Cathy, il faut cesser toute relation. C'est ce que veut votre papa, et j'y veillerai. Mais comment un simple petit mot pourrait-il? Insista-t-elle d'un air suppliant. Silence, interrompis-je. Nous n'allons pas recommencer avec vos petits mots. Allez, au lit. Elle me lança un regard très méchant, si méchant que d'abord je ne voulus pas l'embrasser en lui souhaitant bonne nuit. Je bordai son lit et fermai la porte, très mécontente. Mais me repentant à mi-chemin, je revins doucement et que vis-je?
Mademoiselle, debout près de la table, un morceau de papier blanc devant elle, et à la main un crayon qu'elle fit disparaître d'un air confus quand j'entrai. « Vous ne trouverez personne pour porter cette lettre, Catherine, dis-je, si vous l'écrivez. Pour le moment, je vais éteindre cette bougie. » Je mis les ténors sur la flamme, ce qui me valut une tape sur la main et une pétulante exclamation. « Vilaine créature !» Puis je la quittai de nouveau, la laissant dans une de ses humeurs les plus exécrables. Elle tira le verrou derrière moi. La lettre fut achevée et expédiée par un litier qui venait du village. Mais je ne le sus que quelque temps après. Les semaines passèrent et Catherine retrouva son égalité de caractère. Elle prenait toutefois un plaisir étonnant à rester seule dans les coins. Souvent, si j'arrivais à l'improviste près d'elle pendant qu'elle lisait, elle sursautait et se penchait sur son livre avec le désir évident de le dissimuler. Je finis par découvrir des bouts de papier détachés qui dépassaient entre les feuilles. Elle prit aussi l'habitude de descendre le matin de bonne heure et de flâner près de la cuisine, comme si elle attendait l'arrivée de quelque chose. Elle avait dans un petit meuble de la bibliothèque un tiroir où elle farfouillait pendant des heures et dont elle avait grand besoin de retirer la clé en s'en allant. Un jour, comme elle inspectait ce tiroir, j'observai que les jouets et les babioles qu'il contenait récemment encore s'étaient transformés en morceaux de papier pliés. Ma curiosité et mes soupçons s'éveillèrent. Je résolus de jeter un coup d'œil sur ces mystérieux trésors. Le soir, dès que je fus sûre que Catherine et son père étaient remontés, je cherchai dans mon trousseau une clé qui alla à la serrure et en trouva facilement une. J'ouvris le tiroir, en vidai le contenu dans mon tablier et l'emportai pour l'examiner à loisir dans ma chambre. Bien que je doutasse de ce que c'était, je fus pourtant surprise de découvrir que ces papiers formaient une correspondance volumineuse, presque journalière, évidemment, de Linton Heathcliff, en réponse à des missives de Catherine. Les premières lettres étaient embarrassées et courtes, mais peu à peu, elles devenaient de longues lettres d'amour, absurdes, comme le voulait l'âge de l'auteur, mais qui contenaient pourtant ça et là des touches qui me parurent avoir été empruntées d'une main plus expérimentée. Certaines d'entre elles me frappèrent comme des composés bizarres d'ardeur et de plaintitude. Elles commençaient par l'expression d'un sentiment puissant et finissaient dans le style affecté et diffus qu'un écolier pourrait employer en s'adressant à une bien-aimée imaginaire, immatérielle. Ces lettres avaient-elles ou non satisfait Catherine ? Je n'en sais rien. Quant à moi, elles me furent l'effet d'un verbillage insignifiant. Après en avoir parcouru autant que je le jugeais nécessaire, j'attachai le tout dans un mouchoir que je mis de côté et je refermai le tiroir vide. Suivant son habitude, ma maîtresse descendit de bonne heure et entra dans la cuisine. Je la vis aller à la porte, quand arrivèrent certains petits garçons. Pendant que la fille de la laitière lui remplissait son pot, Catherine lui fora quelque chose dans la poche de sa veste et en retira quelque chose. Je fis le tour par le jardin et guettai le passage du messager, qui lutta vaillamment pour défendre son dépôt. Le lait se répandit entre nous deux, mais je réussis à lui arracher l'épître. Après lui avoir fait de sérieuses menaces en cas qu'il ne rentrait vite chez lui, je restai à l'abri du mur pour parcourir la tendre composition de mademoiselle Cathy. Elle était plus simple et plus éloquente que celle de son cousin, très gentille et très sotte. Je secouai la tête et rentrai pensive dans la maison. La journée était pluvieuse, Catherine ne put se divertir dans le parc. Aussi, quand elle eut terminé ses études matinales, elle eut recours à la consolation du tiroir. Son père était assis près de la table et lisait, et moi, à dessein, j'étais venue travailler à quelques franges décousues au rideau de la fenêtre. Et je ne la perdais pas de vue. Jamais oiseau retrouvant vide le nid, qu'il a laissé plein de petits gazouillants, n'exprimait par ses cris d'angoisse et ses battements d'ailes et d'ailes désespoir plus complet qu'elle ne fut par son simple « oh » et le changement qui se peignit sur son visage, jusque-là tout heureux. M. Linton leva les yeux. « Qu'y a-t-il, ma chérie ? Tu t'es fait mal ?» dit-il. Son ton et son regard convainquirent Catherine que ce n'était pas lui qui avait découvert son trésor. « Non, papa, » répondit-elle d'une voix étranglée. « Hélène, montez, je suis souffrante. » J'obéis à son appel et la suivis. « Oh, Hélène, c'est vous qui les avez prises !» commença-t-elle en tombant à genoux dès que nous fûmes enfermés seuls. « Oh, rendez-les-moi, et je ne recommencerai jamais, jamais. Ne le dites pas à papa. Vous ne l'avez pas dit à papa, Hélène, n'est-ce pas ? J'ai été excessivement méchante, mais je ne le ferai plus. » D'un air grave et sévère, je lui dis de se relever. « Ainsi, mademoiselle Catherine, vous êtes allée assez loin, à ce qu'il me semble. Vous pouvez en effet être honteuse de ces lettres. Beau ramassis de niaiseries à étudier pendant vos heures de loisirs. Vraiment, cela mériterait d'être imprimé. Et que supposez-vous que pensera le maître quand je le lui montrerai ? Je n'ai pas fait encore,
Mais vous n'imaginez pas que je vais garder vos secrets ridicules. Quelle honte! Et c'est vous qui avez dû avoir l'idée d'écrire de pareilles absurdités. Il n'aurait jamais songé à commencer, lui. J'en suis bien sûre. Non, non, ce n'est pas moi, sanglota Catherine au désespoir. Je n'ai jamais pensé à l'aimer avant que... À l'aimer? M'écriai-je, en mettant dans ce mot tout le mépris dont j'étais capable. À l'aimer. A-t-on jamais entendu chose pareille? C'est comme si je parlais d'aimer le meunier qui vient une fois l'en chercher notre grain. Bel amour, en vérité. En 2 fois, vous avez vu Linton à peine 4 heures en tout dans votre vie. Bon, voici ces niaiseries puériles. Je vais les porter dans la bibliothèque et nous verrons ce que votre père dira de cet amour. Elle bondit pour attraper ses précieuses épîtres. Mais je les tenais au-dessus de ma tête. Alors, elle se répandit en supplications frénétiques pour que je les brûlasse, que je fisse n'importe quoi plutôt que de les montrer. Comme en réalité, j'étais toute aussi disposée à rire qu'à gronder, car je considérais tout cela comme enfantillage de petite fille, je finis par me laisser fléchir jusqu'à un certain point, et je lui demandai « Si je consens à les brûler, me promettez-vous loyalement de ne plus envoyer ni recevoir de lettres, ni de livres, car je m'aperçois que vous lui envoyez des livres, ni de boucles de cheveux, ni de baguettes, ni de jouets. Nous ne nous envoyons pas de jouets, s'écria Catherine, dont l'orgueil surmonta la confusion. Ni rien du tout alors, mademoiselle. Si vous ne me promettez pas, je vais trouver votre père. Je promets, Hélène, dit-elle en s'accrochant à ma robe. Oh, jetez-les au feu, vite, vite. Mais comme j'écartai le charbon avec le tisonnier pour faire de la place, elle s'aperçut que le sacrifice était au-dessus de ses forces. Elle me supplia instantanément d'en épargner 1 ou 2. 1 ou 2, Hélène, pour garder un souvenir de Linton. Je dénouai le mouchoir et commençai à laisser tomber les lettres par un des angles. La flamme s'éleva en tourbillon dans la cheminée. « J'en aurai une, cruelle créature !» cria-t-elle. Elle plongea la main dans le feu et en retira, aux dépens de ses doigts, quelques fragments à demi calcinés. « Très bien, j'en aurai aussi quelques-unes à montrer à papa !» répliquai-je en repoussant le reste dans le paquet, et je me dirigeai vers la porte. Elle jeta les morceaux noircis dans les flammes et me fit signe d'achever le sacrifice, ce qui eut lieu. Je secouai ensuite les cendres et les enfouis sous une pelletée de charbon. Quant à elle, sans dire un mot, et avec le sentiment d'avoir été profondément offensée, elle se retira dans sa chambre. Je descendis pour annoncer à mon maître que le malaise de ma jeune maîtresse était presque dissipé, mais que je jugeais qu'il valait mieux qu'elle restât allongée un moment. Elle ne voulut pas dîner, mais elle réapparut pour le thé, pâle, les yeux rouges, et parfaitement résignée en apparence. Le lendemain matin, je répondis à la lettre par un bout de papier où j'écrivais « Maître Heathcliff » et priai de ne plus adresser de billets à mademoiselle Linton, car elle ne les recevra pas. Et désormais, le petit garçon arriva, les poches vides.